Le succès est le résultat de la persévérance, de la patience et d'une vision claire. Et dans le champ de l'entrepreneuriat, il y en a qui ont réussi. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme entrepreneur qui a une solide expérience de plusieurs années, pour ne pas dire un peu plus de 30 ans. De qui s'agit-il? Avec elle, nous allons beaucoup apprendre. Nous allons découvrir mon invité du jour juste après ceci. Ce matin, je suis avec Dame Francine Aïssi, épouse Roigny. Elle est gérante majoritaire de l'agence de voyage et de tourisme Afrique Destination Cotonou. Elle est la présidente de la fondation En Tout pour Tous, promotrice des espaces En Tout, promotrice du restaurant et de la boutique authentique En Tout, mais elle a également d'autres structures qu'elle gère. Dame Francine Aïssi, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une joie. Dites-moi, à quel moment est-ce que vous avez décidé de ne plus travailler pour personne et de vous lancer? Merci pour la question. Pour tout vous dire, je fais partie de ces enfants qui donnaient du souci à leurs parents lorsque j'étais jeune, parce que tout ce qui me passionnait, c'était militer dans des activités sur ma paroisse qui était à côté, au point que je négligeais parfois les études. Je le dis rapidement parce que c'est ça qui aura déterminé tout le reste. Et donc, je ne vous cache pas que la classe de 4e, j'ai eu à faire ça 3 fois. C'était tout simple parce que totalement nul en maths et en physique. Et c'était alors coefficient 5. Mais au bout de cela, quand j'ai compris que je faisais souffrir mes parents, quand on m'a chassé de mon CEG Sainte-Rita et que je devais aller trouver autre chose, j'ai compris qu'il fallait faire un peu plus d'efforts. Et donc, j'ai fait ma classe de 3e. Je suis passé en seconde sans le BPC. Et puis, j'ai commencé la classe de 1er à Notre-Dame. Nous y étions lorsque il y a eu, le Bénin a connu une année blanche, dans les années 88-89, je crois. Et donc, on s'était retrouvés à la maison. Pour avoir déjà repris plusieurs fois des classes, j'étais d'un certain âge, je puis le dire entre griffes. Et donc, à la reprise, j'ai décidé, j'ai dit à mes parents, j'aimais beaucoup servir, accueillir et tout ce qui avait trait avec ça. Et j'ai dit à maman, vraiment, je ne vais pas reprendre les bancs, l'enseignement secondaire, je ne sais pas pour finir quoi, je veux faire le tourisme. Et donc, il y avait une nouvelle école qui formait dans ceci, au Bénin, c'était ici à Djonké. Et difficilement, parce que papa qui était fâché parce que je ne travaillais pas, ne voulait plus s'investir et tout, c'est pas plus grave. Il a fait par la suite. Et donc, j'ai commencé cette école avec l'aide de mes parents, frères et oncles. J'ai fait les 2 ans et j'ai donc fini ma formation. Je devais chercher un job pour travailler. Une promesse m'a été faite et je suis allé faire l'anglais pendant 3 mois à Accra. Et au retour, j'étais donc prête pour travailler. La promesse qui m'a fait partir n'a pas tenu. Et j'ai donc commencé un stage au PLM Alédio. C'était en 1992, en septembre. J'ai fait à peine 1 mois ou 2 lorsque le promoteur de cette agence Safari Tour, je peux le dire, paix à son âme aujourd'hui, Jean Colo, il m'a dit, écoute Francine, je te vois bien te débrouiller. Je viens de créer une 2e agence. Ce sera au CPA, Centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Va monter, va organiser, va faire tourner. Et donc, c'est ainsi que je me suis retrouvé responsable technique. Il m'avait nommé responsable technique. C'était mon tout premier poste après mes études. Et donc, j'ai commencé cette activité. J'ai installé, recruté, fait tout le nécessaire et nous avons démarré les activités. Et je ne m'en plaignais pas. Je gagnais presque rien. C'est pas plus grave. Je me formais, j'ai beaucoup appris. Ça a été une école pour moi-même parce que je n'avais personne à qui confier, donc il fallait s'impliquer et tout faire.
Voilà, donc j'ai recruté des gens qui m'ont aidé par la suite. Et puis, une certaine pression a commencé. Un de ses associés estimait que parce que je travaillais dans une entreprise où il est actionnaire, il fallait que j'intègre son parti politique, je sois membre de gré ou de force. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que j'ai dit, à la limite, on peut encore m'amadouiller. Essaye de négocier. Les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que ça te coûte, Francine? Tous ceux qui sont avec lui ne sont pas en réalité, mais dis-lui oui. Je dis, mais je ne sais pas faire ça. Si je veux faire quelque chose, je dois m'investir pour la chose. Si je ne veux pas, il n'y a pas. Ce n'est pas parce que je suis à un salaire de 10 000, 20 000, 25 000 qu'on va me mettre autant de pression. Parce que vous étiez à 25 000. J'ai fini à 25 000, j'ai commencé à 10 000. Et donc, je lui ai dit, et si c'était une menace, il m'a dit de prendre ça comme je voulais. Bon, il a recruté une dame qui est devenue la gérante, directrice, qu'elle a nommée directrice, que j'ai formée, et on a continué ainsi. Et donc, c'est là qu'est partie l'idée de qu'est-ce que tu continues de faire là. Si tu as pu ouvrir ceci, pourquoi ne pas entreprendre? Voilà. Et donc, j'ai appelé des amis, parents, pour dire, mais écoutez, chacun va donner 500 000 francs CFA, mais je commence par prendre 250 000, amener, parce que c'était Afrique Destination, au départ, c'était un capital de 4 millions, qui n'a été libéré qu'à moitié jusqu'à l'heure où nous parlons. Après les 250 000 francs chez chacun prêt que j'ai eu à prendre, ils n'ont plus à mettre un seul franc jusqu'à l'heure où nous parlons. Ce n'était plus nécessaire puisque l'activité avait pris. Voilà. Et donc, on a démarré tout petit avec une domiciliation au sein d'une structure. C'était en face de l'église protestante de CSP là. Et puis, nous sommes venus ici depuis plusieurs décennies, je vais dire maintenant, puisque cette année, nous fêtons les 30 ans de Afrique Destination. Parlez-nous un peu de vos débuts dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que ça s'est passé au début? Au début, comme j'ai dit, j'ai commencé très modestement. J'avais pour tout cadre un petit bureau dans une domiciliation. Donc j'avais la moitié de là où nous sommes ici. J'ai installé 2 bureaux, 2 sièges et 2 sièges visiteurs. Et donc j'ai commencé toute seule, agent d'entretien, coursier et tout le reste. Tout le reste pour faire démarrer. Par la suite, au bout de quelques mois, j'ai recruté une personne qui a commencé avec moi. Et c'est ainsi que, un pas après l'autre, nous en sommes arrivés là. Et qui étaient les 4 personnes à qui vous avez demandé d'investir? Ah, c'est plus que 4. Nous sommes au total 8. C'était, comme j'ai dit, je ne pourrais pas citer leur nom, il y avait des amis, des parents, et puis des amis du tourisme également, de mon domaine. Donc, c'est des connaissances à qui j'avais dit, venez prendre le risque avec moi, et nous allons faire cette entreprise, et par la grâce de Dieu. Et quand je commençais, je n'oublie pas cette prière que j'avais eu à faire. J'étais allé à l'église me mettre à genoux et dire « Seigneur, ta fille n'est pas folle. Pour tout client, elle a réellement une seule institution et elle ose créer une entreprise. Il est fidèle, notre Dieu. Il m'a pris au mot. Et cette seule institution dont je parlais a pourvu à la vie de mon entreprise à plus de 80%. Il y a certaines personnes qui disent c'est pas très bien de mélanger la famille et les affaires. Puisque vous avez démarré avec des parents, des amis, des connaissances, c'était quoi les critères de choix? Lorsque je voulais entreprendre, c'était juste comment trouver l'argent, comment rassembler l'argent. Il faut dire que c'est vrai qu'on a peur de travailler avec des parents et autres. Je me suis entêté et j'ai eu à en faire les frais dans mon parcours. Ce n'est pas en plus faux parce que c'est des choses qui peuvent vous arriver qui sont très désagréables. J'en ai connu. Mais c'était comment pouvoir rassembler les sous. Ce n'était pas des gens avec qui travailler. Parce que j'étais la plus jeune, voire leur fille. Okay. C'était juste comment mobiliser les ressources plutôt que d'aller dans une banque. C'est essentiellement ça. Je n'ai jamais à travailler à aucun d'entre eux.
Donc, c'était une sorte, enfin, m'appuyer, m'aider à lancer et tout, mais ils sont restés associés et continuer de bénéficier de tout ce que ça produit jusqu'alors nous parlons. À un moment donné, c'est vrai que des personnes très très proches sont venues à me dire, mais ça marche, pourquoi est-ce que tu ne te sépares pas de ceux-là? Non, j'ai dit non, on a commencé ensemble, Dieu a béni, il y a pas de raison que je puisse m'en séparer. Et ça ne m'a pas empêché d'entreprendre, de faire beaucoup d'autres choses en plus et tout, mais de rester totalement fidèle à cette entreprise que je considère comme mon job. Votre aîné. Mon aîné, mon plus sous-souté, et puis c'est ma vie, le tourisme avec Afrique Tourisme. Vous le disiez, ça ne vous a pas empêché d'étendre vos activités. Alors, à part Afrique Destination, dans quel autre domaine est-ce que vous êtes lancé? Je voudrais commencer par le tourisme, qui fait ma vie, comme je dis, qui est ma passion. Dans le tourisme, je pense que j'ai touché à tout. À tous les compartiments. C'est vrai que c'est une activité très transversale qui touche à beaucoup de choses, mais j'ai navigué, j'ai surfé un peu sur tous les aspects. J'ai eu à créer en 2001 une compagnie aérienne de droit béninois qui a volé de Cotonou sur Paris en direct pendant 6 mois. Ça aurait pu... C'était intervenu dans une atmosphère où le besoin était très grand parce que Sabena d'alors venait de déposer son bilan, Air Afrique également. Et donc, ça aurait été vraiment une réussite. Malheureusement, j'avais recruté comme directeur général de cette entreprise. Comment est-ce qu'il faut l'appeler? Il avait son plan. Non, ça fait longtemps et pourtant je n'en parle pas sans émotion parce que je l'avais logé, salaire et tout, mais il avait son plan, je crois, depuis le début. Et donc, depuis le vol inaugural qui s'est produit, il est parti en France pour dire, écoute, Francine, gère Cotonou, je vais voir les agences qui nous permettent d'avoir les clients de l'autre côté. Ouais. Et il n'a plus jamais remis les pieds au Bénin à cette date. Et donc, les vols étaient bien remplis et ça se passait très bien. Nous sommes lancés et je n'ai pu prendre aucun sou de toutes les ventes générées en France à ce jour. Et ça a été le premier grand choc de ma vie, si les larmes tuaient. Non, parce que c'était sérieux. Parce qu'il faut affréter l'avion avant de tourner et beaucoup d'autres charges qui y vont avec. Et lorsqu'il fallait déposer, m'arrêter parce que nous ne pouvons plus, je devais le retour dans les deux sens à plus de 200 passagers. Ils avaient fait leur aller et ils attendaient leur retour et donc et j'ai dû gérer. J'ai dû gérer seul. C'est vrai qu'il y avait des associés mais que je n'ai plus trouvé et j'ai payé pour chacun à les mettre sur d'autres compagnies. C'était important parce que si ce clash avait éclaboussé mon nom, je ne pense pas que nous serons encore ici à parler de tourisme. Donc, j'ai fait le volet aérien. J'ai également représenté des compagnies aériennes, Sky Mali, actionnaire dans la société qui représente actuellement Corsair également. Et donc, j'ai créé d'autres agences de voyage, aussi bien au Niger qu'au Togo, et qui ont fait leur petit bonhomme de chemin. Mais avec Covid et toutes les difficultés liées, j'ai dû raccrocher, j'ai dû les fermer autour de 2019. J'ai construit des appart-hôtels que j'ai gérés avec des salles polyvalentes, des salles de fête et tout le reste. C'est pour vous dire que pour ce qui est du tourisme événementiel, pèlerinage et tout, on a sur tous les fronts. Le tourisme nous a nourri, la vente de billets d'avion et tout ce qui peut aller avec. Donc en dehors de ça, j'ai essayé toute ma vie de saisir chaque opportunité que je trouvais. Cela fait que je ne suis pas restée que dans mon couloir du tourisme. C'est vrai que le tourisme est déjà très grand, mais j'ai touché à vraiment beaucoup de choses. J'étais dans le restaurant? Le restaurant, je mets déjà dans le tourisme. C'est déjà dans le tourisme. Mais en dehors de tout ça, je suis sortie de tout ça. J'étais dans les constructions, les BTP, les travaux.
Dans les marchés publics, je livrais les mobiliers de bureau, matériel informatique et tout. J'ai désensablé les rues, j'ai curé les caniveaux, j'ai vendu de l'eau, j'ai vendu de l'huile. Tout ce qui pouvait faire une opportunité pour moi. À un moment donné, je pense que je dirigeais au moins une dizaine d'entreprises à partir de ma base ici. Et je pense que c'est ça qui a été une force également et une chance pour Afrique Destination parce que on n'a jamais été essoufflé. C'est vrai qu'on a connu beaucoup de crises, et surtout dernièrement, beaucoup depuis 2017. On parlait d'une crise lorsque Covid est venu s'ajouter. C'est vrai que ça m'a obligé à me séparer de 5 de mes collaborateurs avec beaucoup de pincements au cœur, beaucoup de douleur, parce que c'est des gens qui sont restés. C'est une famille que j'ai créée, c'est une famille que Dieu nous a donnée. Mes collaborateurs et moi, c'est beaucoup plus que des relations de travail qui nous lient. Et ben voilà, ils demeurent mes enfants, nous continuons de nous parler. Donc c'est maintenant qu'on essaie de reconstituer, de recruter, de remettre l'équipe à nouveau. D'accord. Et lorsque on touche à autant de domaines à la fois, quelles sont ces qualités-là que l'entrepreneuriat vous a obligé à développer? Je me sens à l'école au contact de chaque personne que je rencontre. J'ai beaucoup appris de mes collaborateurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au début. Et la plupart, ils étaient presque tous plus diplômés que moi au début. Et donc, je disais que je n'avais que le BPC. Donc, en même temps, j'ai continué à me former pour être à la hauteur parce que c'est quand même important. Les gens m'ont dit, mais pourquoi est-ce que tu continues de perdre ton temps, de te fatiguer et tes affaires marchent? J'ai dit non, ne serait-ce que pour dire merci à Dieu. Dieu qui m'a fait sans ses diplômes. Quand je disais que je n'avais pas de diplôme, les gens ne croyaient jamais, ne croyaient pas du tout. Et donc, j'ai dû continuer, d'où mon passage dans le droit que vous avez évoqué. J'ai dû continuer les cours pour faire capacité en droit afin de pouvoir continuer mes études dans mon domaine à l'université, faire mon BTS en France et puis mon Master 2 en gestion des activités touristiques et hôtelières à Paris-Sorbonne en 2018. Et donc, j'ai travaillé avec tous ceux, on s'est côtoyés, et puis voilà. Vous parlez beaucoup de Dieu, vous l'avez dit, Dieu, il occupe une grande place dans votre vie, dans tout ce que vous faites. Est-ce votre foi qui vous a poussé à créer la Fondation En Tout pour Tous? La Fondation En Tout pour Tous, oui, créer une œuvre sociale participe à mettre en application ce que l'Évangile nous demande. Mais j'insiste et je dis que la Fondation En Tout pour Tous, j'ai décidé de la créer pour honorer la mémoire d'une brave femme, ma feu mère Antoinette Aïssi Ronliasso, qui a été tout pour nous, un modèle, un leader, une femme aimante, aimant tout le monde, donnée à tous. Elle n'est pas lettrée, mais je me demande ce que cette femme serait si elle avait été en plus lettrée. Non, son leadership est inégalable et tout. Et donc, elle a été arrachée de façon brutale à notre affection. Je n'ai pas digéré pendant plusieurs années, rien n'a pu me consoler. Et après, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu ne traduis pas cette douleur en action? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas chercher les choses qui lui tenaient à cœur, qu'elle aimait? J'ai parlé de lettrée tout à l'heure, elle était en classe de CEP. Quand on l'a envoyée rester auprès d'une tante à Abidjan, et elle ne retrouvera plus jamais les bancs d'une classe. Voilà. Donc, elle n'a pas pu évoluer, mais très intelligente et tout. Et donc, elle ne supportait pas qu'un enfant ne puisse pas recevoir l'éducation. Je me rappelle des gens du quartier, on a renvoyé tel enfant qui ne va pas à l'école. Allez, tiens, vite, va à l'école, des choses comme ça. Donc, c'est ainsi que l'idée est née. Et son autre souci, c'était de comment fédérer, comment mettre ensemble les familles. Pour elle, la famille est très sacrée. Et donc, elle ne pouvait pas penser, elle-même en est un exemple vivant. Je ne sais pas si tout ce qu'elle a vécu
et pourtant a accepté de rester auprès de son mari pour pouvoir avoir la chance de nous voir grandir. Une femme de notre temps ou même d'hier pourrait. Moi, non. Je l'aime bien, mais non, parce que où je vais mourir, on va m'enterrer, c'est tout. Et pourtant, elle a fait cela. Donc, c'est également ce à quoi nous exerçons à la Fondation, aider les femmes à entreprendre, à avoir de petites activités pour soutenir leurs maris, pour soutenir leurs enfants, afin de rester ensemble et continuer à travailler. Voilà, sous la création de la Fondation, d'où l'idée est née. Et on a fêté les 10 ans en octobre dernier parce que ça a été mis en place au 8e anniversaire de son décès, de son rappel à Dieu. Et puis voilà. D'accord. Du coup, en tout pour tous, comme pour parler de maman Antoinette. D'accord. Okay. Antou, c'était son petit nom. C'est Antoinette, elle s'appelle, mais on l'appelait Antou, Antou. Donc c'est Antou qui est pour tout le monde et qui continue donc d'agir et de travailler. Et je trouve que c'est une très belle initiative que je ne regrette pas, même si les moyens à un moment donné se sont amenuisés et tout. Je continue de croire et Dieu continue de faire son œuvre. Près de 900 enfants sont déjà passés dans le programme du CI au doctorat. Et des femmes ont été formées, on a des témoignages et puis ça fait chaud au cœur. Et j'avoue que depuis lors, je pleure moins. Ça ira tout doucement. Alors, chers téléspectateurs, nous allons suivre ensemble ce petit élément qui va vous permettre d'en savoir un peu plus sur les activités de Madame Francine Aïssi, mais également sur la Fondation. Suivons ensemble. Bienvenue à Afrique Destination, la première des entreprises de Dame Francine Aïssi, épouse Roigny. Nous sommes curieux de savoir ce à quoi elle occupe ses journées. En règle générale, une journée de travail commence par... ça ne commence pas par ici. Dans la mesure du possible, je vais à la messe. Et donc, après ça, je viens ici et laisser les instructions. Je ne passe plus forcément beaucoup de temps avec eux parce que chacun sait ce qu'il doit faire et je continue. Je vague donc à mes autres occupations. Donc, je suis l'autorité de régulation des marchés publics pour des sessions ou au tribunal de commerce pour des sessions, pour des audiences ou encore dans des réunions à l'extérieur, au patronat, etc. Comme elle intervient dans plusieurs structures et dans plusieurs instances de décision, c'est qu'il y a souvent beaucoup de programmes, parfois même plusieurs à la même heure. Mais nous essayons quand même automatiquement qu'elle a un programme qui vient se greffer sur un autre. Elle m'informe et puis j'intègre ça dans le programme et je le lui rappelle. Maintenant, quand c'est des réunions, selon la priorité et les urgences, elle assiste à la réunion et se fait représenter dans une autre réunion. Ça peut être moi ou, selon le cas, le service concerné. Et quand la patronne est prise par d'autres engagements, l'entreprise continue de fonctionner. J'assure la gestion quotidienne et le développement des activités de l'agence. J'assure aussi la relation avec les clients. Pour y parvenir, il nous faut une bonne collaboration, il nous faut une bonne organisation et une bonne coordination des projets des clients. Déjà, il faut savoir que Afrique Destination, c'est une famille. Nous arrivons à bien nous entendre, nous arrivons à gérer quand même les conflits et l'ambiance se passe très bien. Souvent, comme c'est une agence de voyage, généralement, les gens veulent voyager. Donc, on leur fait des propositions de voyage sur le pays où ils veulent aller ou dans la ville dans laquelle ils veulent aller. Et quand ils font leur choix, on leur demande maintenant des informations personnelles pour pouvoir leur créer un dossier et pour pouvoir suivre le dossier du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, dès qu'ils vont voyager jusqu'à ce qu'ils atterrissent et durant tout le trajet, on le suit. Donc, quand il y a même des modifications et tout ça,
on arrive à entrer en contact avec eux et pour pouvoir les informer s'il y a un retard de vol ou une annulation. Tout ça est pris en compte par nous et on tient compte de ça pour pouvoir les informer. Si vous vous demandez comment elle fait pour gérer toutes les entreprises dont elle a parlé plus tôt, la réponse est toute simple. Puisque nous avons des missions, chaque entreprise a ses tâches et missions, ceux qui travaillent dans ces structures le font. Et quand on a besoin de moi, un petit message suffit et c'est réglé. On n'a plus besoin d'être présent aujourd'hui pour travailler. Cela ne veut pas dire qu'elle est exclusivement à Afrique Destination. Quand elle a un bout de temps, et plus encore lorsque sa présence est requise, Dame Francine n'hésite pas à se déplacer, comme ce matin où elle avait une séance de travail avec les responsables de la Fondation En Tout pour Tous, qui lui tient beaucoup à cœur. Nous avons le soutien scolaire aux élèves et étudiants issus de familles qui sont dans la précarité, mais des étudiants et élèves qui sont excellents. En dehors de ça, nous avons le renforcement familial qui englobe des projets de formation à l'endroit des femmes, essentiellement. Et le troisième projet, c'est beaucoup plus l'accompagnement au bien-être à travers le centre d'écoute et d'orientation. C'est un centre qui est ouvert gratuitement. Il y a des spécialistes, des psychologues, des psychopédagogues qui accompagnent et enfants, et femmes, et hommes, sans distinction aucune. Toute personne qui se sent en besoin de se faire écouter face à des détresses professionnelles, psychologiques, affectives et autres peut venir au centre d'écoute et d'orientation pour trouver une oreille attentive. À chacun de ses collaborateurs, nous avons demandé une description de notre chef d'entreprise et voici ce qu'il pense d'elle. Elle a le franc-parler. Quand un problème survient et que tu vas la voir, il y a toujours une solution. C'est une femme qui fait de son mieux pour que le personnel donne de bons résultats. Et elle n'est pas seulement chef d'entreprise, elle est une mère de famille. Donc, elle comprend vite les problèmes aussi et elle anticipe. Quand j'ai commencé à travailler avec elle, j'ai aimé son côté, je dirais, femme qui aime Dieu. Elle a de la rigueur. C'est une dame qui sait écouter, qui sait partager et qui sait donner. Humainement, c'est quelqu'un de formidable qui cherche surtout, au travers de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, à accompagner, à faciliter la tâche à ceux qui participent ou collaborent avec elle. C'est une dame qui n'aime pas utiliser le mot employé, mais elle préfère parler de collaborateur, ce qui est déjà très bien. Nous qui travaillons avec Mme Francine Aïssi-Roigny, nous nous sentons non seulement en famille, mais nous nous sentons également intégrés totalement avec une mère qui accepte nos faiblesses et nous aide à nous relever, nous permet de nous outiller pour atteindre les objectifs en temps réel. Épouse, mère, auteur d'un ouvrage et chef d'entreprise, Dame Francine Aïssi-Roigny est un modèle pour toutes les femmes. Alors, vous venez de voir un peu à quoi ressemble le quotidien de Dame Francine Aïssi, épouse Roigny, parce qu'elle est tient. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous faites avec toutes ces casquettes-là? Comment est-ce que vous faites pour arriver à concilier votre vie privée, votre vie d'épouse, de mère et de chef d'entreprise? J'avoue que c'est un exercice d'équilibre à rechercher chaque jour. Parce que le tout est important. Le tout est important et je dis même que la vie d'épouse et de mère donc importe énormément pour la réussite du reste. C'est très important parce que lorsque tu sors de chez toi en colère, déprimé et tout, je ne sais pas ce que tu peux être capable de faire dehors. Et donc, j'essaye de voir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est prioritaire,
il arrive des moments où il n'y a plus rien d'autre. C'est ce que je juge important et nécessaire tout de suite. Il faut s'y consacrer avant de reprendre sans laisser totalement tout le reste. Et donc, j'essaie de m'organiser, de procéder par priorité et de faire en sorte que de ne pas faire souffrir ceux qui me laissent sortir pour travailler. Parce que là également, ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas du tout évident, surtout dans notre culture africaine, où la femme qui sort n'est pas forcément bien vue, la famille, la belle famille, etc. Et donc, il faut travailler à ce qu'il n'ait pas de raison de regretter de te laisser partir, les mettre à l'aise, les respecter et les rassurer que je sors, mais c'est pour le bien de toute notre famille. Ce ne sera pas pour mettre en difficulté la maison, les enfants et toi, mon époux. Et un autre motif encore de rendre grâce, on dirait, non, Dieu m'a donné un mari qui m'aide sur ce plan, qui m'encourage fortement, au contraire, et qui me pousse. Là, je suis déjà presque immergée à cause de responsabilité, mais je me surprends à entendre lui dire, tu dois faire tel, mais je dis, mais toi, quel est ton problème à la fin? Et donc, c'est pour dire que je n'ai pas de difficulté, mais je fais en sorte qu'il n'ait pas de raison de se plaindre. C'est parce que je réussis à tous les coups. Et quand ça se passe mal, il faut s'excuser et voir. Et de tout temps, je ne sais pas rester. J'ai beau être occupé, avoir 1000 occupations en 24 heures, mais je sais toujours de rentrer très tôt à la maison. Et donc, personne ne sent en réalité. Nous sommes tous sortis le matin, les enfants pour l'école, le mari pour son travail, etc. Et nous retournons tous, et parfois je retourne avant eux tous. Mais du coup, si vous devez donner des conseils aux femmes entrepreneurs, peut-être qui ne sont peut-être pas encore mariées, quels devraient être les critères de choix importants pour elles, au-delà du physique, des qualités et tout, pour le statut d'entrepreneur ou de femme qui envisage d'entreprendre? Pour vous, quels devraient être ces critères importants? Si j'ai des conseils à donner à des jeunes demoiselles qui veulent entreprendre, mais qui également aspirent à fonder une vie de famille, c'est leur demander de se respecter. De se respecter et de donner toute la place, toute la considération qu'il faut également à leur conjoint. Et de lui rassurer, de lui faire comprendre que c'est important que vous puissiez travailler et qu'il n'aura pas à le regretter. Il faut convaincre. Il faut convaincre, c'est pas par des mots. Il faut que les actions, les pas posés accompagnent, voilà, pour rassurer. Mais je leur dirais de ne jamais accepter de rester. Je ne suis pas pour les divisions du tout, mais de tout faire pour convaincre, pour ne pas être empêché de travailler. Il y a beaucoup de ressources. Aujourd'hui, on dit que quand on fait appel à candidature pour des femmes dans des domaines où on ne les trouve pas. Ce n'est pas vrai. Il y a plein de diplômés, de gros diplômes que je n'ai même pas, que j'ai mis du temps à avoir, qui sont à la maison aujourd'hui parce que papa a dit, parce que je ne peux pas travailler, parce que la belle famille a dit, parce que... Non, il faut respecter tout le monde. Mais il ne faut pas s'asseoir à la maison parce que papa a dit. Parce que c'est important. Ce n'est pas que pécunier, ce n'est pas que ce qu'on peut gagner, que l'argent. L'argent n'a pas... c'est pas seulement pouvoir satisfaire... Voilà. C'est un tout. Pouvoir garder confiance en soi et son épanouissement, c'est important. Sinon, si on devient comme un objet déposé à la maison, tout l'or du monde ne suffira pas. Et nous entendons... Nous lisons sur les réseaux sociaux des femmes qui ne manquent absolument de rien, mais qui, en griffe, manquent de tout. Donc, je pense que c'est important. Ne pas admettre qu'on ne puisse pas se tenir la main, se battre ensemble, même avec leur mari, pour que chacun puisse y apporter
en fonction de ce que chacun gagne, en fonction des besoins de la famille. Ne pas attendre son mari et amener son enfant à l'hôpital, mais je pense que c'est une dépense de souveraineté. S'il est très loin, que je dois l'attendre, je peux craindre le pire. Ça, c'est être malade 2 fois. Souffrir de voir mon enfant malade, mais souffrir surtout de ne pouvoir même pas l'aider. Mais ce n'est pas possible. Je pense que c'est important. Il faut que les jeunes filles travaillent à convaincre. Parce que c'est important aussi. Je ne suis pas pour le genre de langage qui dit « je veux mon travail, c'est tout, ça me suffit ». Mais c'est absolument faux. Ça ne peut pas non plus suffire. On peut avoir de très gros salaires et se sentir très seul, vivre, végéter dans la solitude. Et ce n'est pas bon pour la santé. Ça peut, le pire, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'au suicide. Et donc, c'est juste un équilibre à chercher pour pouvoir gérer le tout et bien faire tout ce qu'on décide de faire. Se donner comme leitmotiv, tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être très bien fait. Et pouvoir être reconnu, c'est-à-dire on n'a pas à s'agiter. Il faut que nos actions parlent mieux pour nous que tous les verbes que nous pouvons aligner. D'accord. Du coup, pour vous, une femme entrepreneur, elle a besoin d'un partenaire compréhensif. Compréhensif, il faut qu'elle en trouve. Quel prix pour parce que la foi, rien ne se fait sans la foi. Je ne sais pas si au départ, je me rappelle au début, mon mari était un peu désolé de ce que je sois rentrée dans une formation de tourisme, que c'est pour travailler à l'hôtel, être ci, être ça. Mais ça, toutes ces idées sont très loin derrière. Donc, il a fallu travailler pour le convaincre que ce n'est pas de cela qu'il s'agit, on peut le faire et bien le faire. Donc, il a oublié certainement qu'il a eu à me le dire dans nos débuts. Donc, c'est pour dire, il ne faut surtout pas abdiquer, il faut prier, il faut demander et il faut convaincre. Parce que si après tout, la personne ne veut pas, je ne peux pas vivre avec une personne qui ne veut pas que je sois bien. Quelqu'un qui comprend. Également, parce qu'après, ça va finir en frustration, en frustration. Ce qu'on essaie de conserver aujourd'hui ne va pas pourtant avancer. Et en même temps, les enfants seront intervenus et seront les plus grands perdants parce que chacun aura pris son côté. Ils vont devenir une balle qu'on joue, ping-pong. Et donc, voilà. On entend certains entrepreneurs dire « je suis parti de rien ». Et moi, j'aime à croire que dans ce rien-là, il y a au-delà de l'idée, il y a beaucoup de travail, beaucoup de détermination. En votre cas, de quoi était composé ce panier de rien? Je n'utiliserai pas l'expression rien parce que je comptais beaucoup sur Dieu qui ne m'a jamais déçu. Et lorsque je me sentais seule, en difficulté et tout, je savais aller me mettre à genoux pour lui parler, pour pleurer, pour lui dire, mais écoute, tu as quelque chose à faire, sinon ça fait ton problème. Non, il ne m'a jamais déçu. Et donc, ma foi m'est d'un grand secours dans tout ce que j'ai entrepris dans ma vie. Ça m'aide, mais également, comme vous avez dit, il faut se donner, il faut une certaine résilience. Il faut une endurance, il faut, même quand on pense que c'est la fin est là, continuer de croire que en cette année d'espérance, l'espérance ne déçoit jamais. Et c'est la preuve, c'est pour ces raisons, dire qu'on n'a pas connu des difficultés serait vraiment un très gros mensonge. Il y en a eu et je me dis, enfin, peut-être que ça n'a pas fini d'arriver puisque je dis Afrique Destination c'est beaucoup mieux porté ces 2 premières décennies que depuis environ 10 ans. Et c'est Dieu qui nous maintient debout, il ne sait pas quoi nous sommes passés. Et je puis dire que ma chance que je ne conseillerais pas forcément aux gens qui entreprennent, c'est d'avoir très peur d'utiliser de l'argent qui ne m'appartient pas, qui n'est pas à moi. Je ne sais pas faire des prêts. Et donc, j'ai toute ma vie réunie, je pense que j'ai fait un seul prêt de ma vie. Un seul prêt sur 5 ans. Chapeau.
C'était pour construire mon espace en tout, mon immeuble. Et tellement je me sentais mal que j'ai payé par anticipation 3 ans avant la fin des 5 ans. Et donc, voilà. Et je me dis, même si je n'ai rien sur moi ou sur mes comptes, je me sens riche parce que je ne dois absolument rien. Je ne dis pas que ce soit une qualité quand on est dans l'entrepreneuriat. J'ajoute, j'insiste, parce que je dis, je me connais et je fais ce que je peux faire pour être à l'aise et pour continuer à vivre tranquillement. Mais je pense que les gens en ont certainement besoin. Je leur conseillerais de ne jamais en abuser parce que c'est pas du tout gratuit. C'est pas du tout, ça coûte très cher. Parce qu'on investit, on peut croire en un projet, prendre de l'argent, investir et se retrouver au bout de 2 mois totalement à terre. Totalement à terre. Et bonjour les dégâts, celui qui a mis son argent et ses agios continuent et il attend. Et vous vous retrouvez un matin à ne plus avoir votre domicile que vous avez mis en hypothèque, etc. et tout. Je me dis aussi, enfin, ça m'aurait pu rapporter, utiliser l'argent de la banque et faire fructifier également. Qui sait? Je ne suis pas en train de dire aux gens... Il faut se connaître. Il faut faire avec qui on est. Je pense que c'est important. D'accord. Bah, du coup, lorsque vous parlez de prudence, est-ce à dire que l'entrepreneur, il doit avoir des compétences en gestion financière, en gestion du personnel? Est-ce qu'il faut faire toutes les formations à la fois? Oui, le terrain commande. Quand on est au fond, on développe des aptitudes qu'on ne se connaissait pas forcément. Et comme je le dis encore une fois, c'est comment tu veux que ça se passe. Quelle relation tu veux avoir avec ceux qui travaillent avec toi, parce qu'avec la meilleure volonté et toute la force du monde, tu n'y arriveras jamais seul. C'est pas facile de côtoyer. Et, bon, je ne dis rien sans remercier Dieu, me dit-on. Mais c'est pourtant vrai, j'ai des raisons de le remercier parce que je puis dire qu'on a plutôt... il arrive à mon mari d'être jaloux, de dire que c'est à croire que tes collaborateurs passent avant nous. Il a déjà dit, en blaguant certainement, c'est pour te dire à quel point. Donc je me retrouve comme aîné, c'est-à-dire ce n'est pas que le travail. Et je me respecte, je les respecte, ils me doivent le même respect. Voilà. Et donc, quand on peut s'amuser, on s'amuse. Tant qu'on doit travailler, il n'y a plus rien d'autre qui tienne, etc. Et donc, voilà ce qu'on essaie de faire. C'est pas encore... Enfin, c'est pas encore gagné. C'est pas encore gagné, mais nous y sommes parce que les difficultés, les challenges, c'est chaque matin, c'est chaque jour. Surtout ces dernières années où je ne suis plus toujours stable au bureau, appelé à d'autres fonctions qui me réclament également et qui me prennent suffisamment de temps. Et pour ça aussi, je remercie Dieu parce que je me sens utile et en mission, où je représente mon secteur, le secteur privé que je représente, pour être la voix des gens qui ne me connaissent pas, et je trouve que c'est beau. Madame Francine Haïssi aujourd'hui, c'est plus de 30 ans d'expérience dans le domaine, dans plusieurs domaines, je dirais même, dans l'entrepreneuriat. Dites-nous, quelles sont ces idées-là que les gens se font peut-être de l'entrepreneuriat qui ne sont pas réelles? Je pense surtout à la peur la peur d'échouer. Oui. La peur d'échouer, c'est vrai qu'on peut échouer, mais quand on n'a pas commencé, on ne peut pas savoir. Et chaque échec reste une école. Et donc, il ne faut plus avoir peur. Il ne faut pas penser non plus qu'il faille mobiliser de grosses ressources pour entreprendre, pour commencer. On peut commencer petit, faire un pas après l'autre et grandir en toute sérénité, plutôt que d'aller commencer par de gros prêts et hypothéquer même la maison qu'on n'a pas encore. Parfois, c'est la maison des parents. Et parce que, comme je le dis, entreprendre, ça reste aujourd'hui éternellement un saut dans l'inconnu. Plutôt que les peurs, il faut bien se former. Il faut trouver ce qui fait sa passion. C'est vrai, on peut avoir sa passion et glaner et faire d'autres choses à côté, parce que c'est important également aujourd'hui, je dirais, d'avoir plusieurs cordes quand c'est possible à son arc. C'est vraiment important. Je vous ai conté l'histoire
de Africaire en 2020, si je n'avais pas d'autres ressources mobilisées avec d'autres structures, je ne serais pas ici aujourd'hui en train de vous parler du tourisme. C'est leur dire de rester, de chercher des tutorats ou des mentorats, savoir tenir la main des personnes qui ont déjà fait leur pas dans le domaine pour pouvoir évoluer. C'est leur demander d'avoir une gestion stricte des finances, ne surtout pas mélanger les choses. L'argent de la banque qu'on a prêté, ce n'est pas pour s'acheter de grosses caisses, ce n'est pas pour voiture, ce n'est pas pour construire maison, c'est pour une activité. Et c'est important d'injecter ces moyens dans ce à quoi c'est destiné pour pouvoir avoir le retour afin d'apurer ses dettes, mais également faire suffisamment d'économies pour se construire. On ne peut pas puiser dans les finances de l'entreprise pour un anniversaire. C'est interdit. Encore moins. Pas pour faire des funérailles. Et je veux ma grand-mère, ma mère, mon père, les gens ont fait grand, je ne peux pas. Donc voilà. Comment trouver un mentor? Parce que souvent on dit il faut trouver un mentor, il faut se faire accompagner, mais il y a certains qui ne savent pas comment faire. Et c'est que je viens peut-être vers Madame Aïssi, je lui dis, bon voilà, je vous admire de loin, accompagnez-moi, comment est-ce qu'il faut faire? Ce serait avec joie si vous veniez, je le ferai avec beaucoup de plaisir. Je pense que c'est déjà une démarche, tout comme je peux, puisque je suis secrétaire général du Conseil national du patronat, inciter, vous demander de militer et de rentrer dans des associations où vous pouvez vous retrouver par secteur d'activité pour des conseils, pour des échanges, etc. Je pense que c'est important. On peut procéder ainsi. On peut, enfin, mais aujourd'hui, on a beaucoup de moyens d'apprendre. Avec le développement du numérique et tout, je pense que nos portables deviennent nos maîtres, où on peut s'informer, on peut se former. Je pense que c'est très important, il ne faut pas se détacher, surtout quand on est dans un domaine qui est tellement, que le numérique impacte extrêmement comme le tourisme. Tout a changé, tous les acquis d'hier ne le sont plus, tout va tellement vite qu'il faut rentrer dans le move, se former. Pour vous, qu'est-ce qu'un leader? Je pense que le leader, c'est qui sait tenir la main pour entraîner. Ça doit être ça. Ça n'empêche pas, patron, je suis, patronne, je suis. Ça ne m'empêche pas d'être tout le reste avec. C'est pouvoir caler chaque chose dans son casier. Quand nous avons à travailler, quand vous avez une responsabilité, il faut bien l'assurer. Il n'y a pas de souci. Quand ça se passe mal, on s'appelle, on en discute, parce qu'il faut vouloir que l'entreprise continue d'exister. Il faut que l'entreprise continue d'exister pour pouvoir continuer de pourvoir aux besoins de tous ses membres. Oui. Donc, c'est conduire, c'est guider, c'est former, c'est aider, c'est orienter. C'est un tout être leader, ce n'est pas, c'est pas garder les yeux comme ça forcément. Non, je pense que c'est plus que ça. Parce qu'il faut aller parfois jusqu'à savoir ce que la personne vit dans sa maison. Parce que, comme j'ai dit, il faut que la maison soit stable pour que le rendement puisse être ce qu'il faut espérer ici. La toute dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez dire à un entrepreneur, à quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui vous a suivi pendant toutes ces minutes-là et qui peut-être a encore des doutes? Puis j'aimerais dire à mon tout jeune entrepreneur qu'il faut qu'il ait confiance en lui-même. Il faut qu'il trouve pour se développer une activité qui le passionne. Parce que je l'ai dit tantôt, je reviens rapidement dessus, parce que c'est important. On s'investit mieux dans ce qui nous passionne que dans ce que nous sommes obligés de faire. Donc c'est très important de pouvoir prier sur le feu pour trouver quel est son talent, quel est le talent qu'on nous a confié, qu'on a développé. Parce que si j'avais à recommencer, je ne changerais pas de domaine que le tourisme, où je me sens totalement à l'aise et patriote. C'est également lui demander d'être très innovant, sur aller au rythme des technologies, de l'intelligence artificielle et tout le tout aujourd'hui. Sinon, on est totalement déconnecté, en déphasage avec le temps et avec les besoins
du temps, du moment, exactement. C'est lui dire de ne pas, je l'ai déjà également évoqué, de ne pas confondre son bien personnel et les biens de l'entreprise, de ne pas penser, de ne pas s'endetter sans raison. S'il est obligé de recourir à un prêt, de savoir comment faire en sorte que ça puisse être et remboursé et en tirer des profits. C'est se respecter son éthique, ses valeurs éthiques. Je pense que c'est très important dans une activité pour y durer. Parce que quand on est parfois jeune fille, on pense que, bon, à cause des attributs physiques, naturels que Dieu nous donne, on peut s'en sortir, mais c'est totalement faux parce que ce ne sera qu'un feu de paille. Je l'ai évoqué dans mon livre « Femmes, affaires et Dieu » que j'ai publié en 2022. Merci pour tous vos conseils et plein de succès à vos entreprises. Tout le plaisir a été pour moi. C'est moi qui vous remercie pour l'attention. Alors, chers téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Horizon d'affaires qui, je l'espère, vous aura permis d'apprendre beaucoup de choses et surtout de gagner beaucoup pour votre entreprise si vous êtes entrepreneur ou si vous envisagez de vous lancer dans l'entrepreneuriat. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure avec un nouvel entrepreneur. Portez-vous bien.